L'Amérique a trouvé comment briser le régime iranien après des mois de bombardements, l'assassinat du guide suprême et la destruction de leurs installations nucléaires, et pourtant, le régime a survécu. L'Amérique a décidé de se tourner vers quelque chose de génial. Ils utilisent maintenant la stratégie économique que l'Iran lui-même a inventée et prouvé qu'elle fonctionne. Mais voilà le problème, les médias traditionnels sont complètement passés à côté de la véritable histoire. Ils sont obsédés par la question de savoir si les États-Unis vont sanctionner la Chine, alors qu'en réalité, le plan est bien plus sophistiqué. Le régime montre déjà des signes de fracture, et ils viennent tout juste de commencer, car ce plan pourrait vraiment fonctionner. Alors, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue sur Middle East Geopolitics Explained. Ce changement de stratégie est incroyable. Alors, voici par où nous commençons. Pendant 6 mois, les États-Unis et Israël ont mené une stratégie militaire contre l'Iran. Ils ont largué des milliers de tonnes de munitions sur des cibles à travers le pays. Ils ont tué le guide suprême Ali Khamenei lors des frappes initiales. Ils ont détruit d'importantes installations nucléaires, des installations militaires, des centrales électriques et des centres de commandement. Et ces frappes ont vraiment porté un coup dur à l'Iran. Elles ont endommagé leurs capacités militaires, mais elles n'ont pas brisé le régime terroriste. Le régime s'est adapté, il a renforcé son contrôle. Les éléments les plus radicaux se sont même renforcés, et un nouveau guide suprême a réussi à prendre le pouvoir. La campagne militaire, malgré son intensité et son succès, n'a pas entraîné l'effondrement du régime. Et l'Iran, reconnaissant qu'il ne pourrait pas gagner militairement contre les États-Unis et Israël réunis, a décidé de changer de stratégie. Ils se sont tournés vers quelque chose de différent. Ils ont concentré toute leur énergie militaire restante sur un objectif stratégique, contrôler le détroit d'Ormuz. Ils ont posé des mines, ils ont attaqué des navires, ils ont menacé de fermer l'une des voies maritimes pétrolières les plus cruciales au monde, dont des milliards de personnes dépendent pour leur énergie, et cela a fonctionné parce qu'ils avaient compris quelque chose. La stratégie qu'ils ont élaborée a exercé une véritable pression économique sur les États-Unis. Cela a forcé le président Trump à faire face à la flambée des prix du pétrole, à des alliés inquiets, à l'incertitude économique qui se propageait sur les marchés mondiaux, ainsi que sur les marchés américains. L'Iran n'avait pas besoin de vaincre l'armée américaine elle-même, ce qui était impossible. Ils ont simplement obligé l'économie américaine à en subir les conséquences, pour pousser les Américains à faire reculer Trump. Cela a prouvé quelque chose de crucial à tous ceux qui observaient. Le levier économique peut être plus puissant que la force militaire lorsqu'il est utilisé correctement. Et lorsque vous créez suffisamment de pression économique, même une superpuissance préférera négocier plutôt qu'opter pour l'escalade militaire. Oui, l'Iran a réussi, mais ce succès n'est pas passé inaperçu. Et maintenant, l'administration Trump a décidé d'utiliser exactement la même stratégie, mais contre l'Iran. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé l'opération Paria économique, une campagne économique conçue pour couper systématiquement les flux de dollars vers le régime iranien. Trump lui-même l'a qualifiée de l'opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays. Et c'est un très très bon plan. Bien sûr, elle comporte de graves défauts, que nous allons bientôt analyser. Mais étonnamment, ce ne sont pas les véritables défauts dont les médias vous parlent, car les médias traditionnels se trompent complètement à ce sujet. Ils sont tous obsédés par la question de savoir si les États-Unis vont sanctionner la Chine et si la Chine va coopérer avec la pression américaine, ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas, mais c'est tout le débat qui domine la couverture médiatique. Pour comprendre pourquoi ce débat passe complètement à côté de la véritable histoire, vous devez comprendre un fait. L'économie de l'Iran dépend fortement de la Chine. La Chine achète environ 90% des exportations de pétrole restantes de l'Iran. Cette vente de pétrole représente environ 30 milliards de dollars de revenus annuels pour l'Iran, ce qui correspond à environ 45% de l'ensemble de leur budget gouvernemental. Sans la Chine pour acheter ce pétrole, le gouvernement iranien ne peut littéralement pas fonctionner. Donc tout le monde suppose que la stratégie des États-Unis doit impliquer, d'une manière ou d'une autre, de forcer la Chine à arrêter d'acheter du pétrole iranien, ce qui coûterait très cher à l'Amérique. Et cela, bien sûr, pourrait avoir de graves conséquences. Mais les États-Unis ont déjà quelques longueurs d'avance. Les États-Unis n'ont pas besoin de sanctionner la Chine et n'ont pas besoin de convaincre la Chine de coopérer, car un blocus naval coupe déjà presque automatiquement les ventes de pétrole de l'Iran. C'est le point crucial que tout le monde oublie. L'Iran expédiait 1,57 million de barils de pétrole par jour vers la Chine en février, lorsque le conflit a commencé. Et en août, ce chiffre est tombé à 500 000 barils par jour, soit une baisse dévastatrice de 66% en environ 6 mois. La marine américaine empêche physiquement les pétroliers iraniens de quitter les ports. Donc, la Chine ne peut pas acheter du pétrole qui ne peut pas physiquement quitter le pays. Peu importe à quel point ils veulent coopérer avec l'Iran ou s'ils sont prêts à l'acheter. Le pétrole ne peut pas sortir. Toutes les sanctions dont on parle se concentrent sur la chute rapide des exportations de pétrole. Et cette baisse est un facteur majeur de la pression économique que l'Iran ressent déjà. Vous voyez, ce plan d'un jour J économique est multifacette et il est conçu pour frapper l'Iran de nombreuses façons différentes. Et se concentrer uniquement sur la Chine est une erreur. Oui, ils achètent toujours à l'Iran. Et est-ce que les États-Unis pourraient théoriquement menacer la Chine de sanctions sérieuses pour ce pétrole?
Oui, ils pourraient le faire. Est-ce qu'ils iraient vraiment jusqu'au bout? Non, presque certainement pas. Le secrétaire au Trésor l'a clairement dit lorsqu'il a déclaré: Pourquoi voudrais-je faire exploser le système financier mondial? Si les États-Unis sanctionnent les grandes banques chinoises, cela pourrait détruire ou au moins nuire considérablement au commerce mondial, nuisant aux entreprises américaines et entraînant également des représailles chinoises contre la technologie et les investissements américains. Et cela n'en vaut tout simplement pas la peine. Personne ne veut de ce résultat. Donc la véritable stratégie ne consiste pas du tout à forcer la Chine à coopérer. Il s'agit de tous les canaux alternatifs que l'Iran essaiera inévitablement d'utiliser lorsque les ventes de pétrole cesseront complètement. Rappelez-vous, ces 65% ne feront qu'augmenter. Donc vous avez les réseaux bancaires parallèles de Dubaï et les routes de contrebande turques à travers la frontière entre l'Irak et l'Iran, les réseaux financiers russes qui déplacent de l'argent par des canaux non traditionnels et les accords de troc vénézuéliens où les pays échangent des biens en dehors des systèmes financiers traditionnels. L'un des groupes affiliés à l'Iran, le Hezbollah, est l'une des plus grandes organisations de trafic de drogue au monde. Et où pensez-vous que tout cet argent va? C'est ce genre d'argent qu'Opération Parias économique essaie de sanctionner, et c'est pour cela que cela pourrait réellement fonctionner. Le blocus coupe la principale source de revenus. Les sanctions ferment toutes les autres portes. Et même si le blocus ne peut pas arrêter tout le pétrole, tout le reste important. L'issue de cette opération est claire. C'est pour faire tomber le régime. C'est la seule voie à suivre pour les États-Unis afin de stopper le terrorisme du régime iranien. Mais voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'Amérique qui impose un changement de régime contre la volonté du peuple iranien, ce qui les a déjà desservis à de nombreuses reprises par le passé. Pas spécifiquement en Iran. Mais la plupart du temps où l'Amérique a essayé d'imposer un changement de régime, cela n'a pas très bien fonctionné. Le peuple iranien lui-même veut que ce changement ait lieu. Il ne subit pas de pression extérieure. Il essaie de l'obtenir par ses propres moyens. Alors, pourquoi n'ont-ils pas réussi? Eh bien, nous nous souvenons tous de la façon dont, en janvier 2026, des Iraniens ordinaires sont descendus dans la rue dans des villes à travers tout le pays, protestant contre des décennies de répression brutale par un gouvernement qui a assassiné ses propres citoyens, emprisonné des opposants politiques et gouverné par la peur et la violence systématique. Et lorsqu'ils ont fait cela en masse, la réponse du gouvernement a été absolument brutale. Les estimations portent le nombre de morts à environ 40 000 personnes, tuées en seulement 2 nuits. Le régime a complètement coupé Internet dans tout le pays pendant des semaines et ils ont exécuté des manifestants sans procès. Les gardiens de la révolution ont littéralement traqué les gens dans les rues. La réalité est claire et indéniable. Le peuple iranien ne peut pas renverser ce régime seul, peu importe à quel point il est courageux, ce qu'il est, et à quel point il désire désespérément le changement. Les gardiens de la révolution sont l'une des organisations militaires et de sécurité les plus redoutables au monde. Elle est idéologiquement dévouée au régime, lourdement armée et impitoyablement prête à utiliser la force contre sa propre population. Les États-Unis et Israël ont déjà tenté de briser les gardiens de la révolution par une force militaire massive pendant 6 mois. Ils ont tué le guide suprême en quelques minutes. Ils ont détruit les installations nucléaires et les infrastructures militaires. Et pourtant, le régime est toujours au pouvoir. Ils se sont adaptés, ont survécu et ont même renforcé leur contrôle. Comment cela se fait-il? Eh bien, parce que sa direction est très forte, mais ses mécanismes de répression le sont tout autant. Et c'est ce que la pression économique permet, ce que la force militaire seule ne peut pas faire. Cela brise le système qui maintient le régime au pouvoir. Quand l'argent vient à manquer, les soldats ne sont plus payés. Et quand les soldats ne sont plus payés, ils ne sont pas toujours aussi enclins à obéir aux ordres. Et quand les soldats cessent d'obéir aux ordres, tout l'appareil de répression s'effondre. Ce sont les soldats qui arrêtent les manifestants, et ce sont les soldats qui protègent les dirigeants. Et ce sont eux que le mécanisme de cette stratégie vise. Et c'est pourquoi cela pourrait fonctionner là où la force militaire seule a échoué. Mais cela nous amène à une autre question. Pourquoi les sanctions économiques, déjà très étendues, n'ont-elles pas réussi par le passé? Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Eh bien, pour comprendre pourquoi cette opération pourrait potentiellement réussir là où les sanctions précédentes ont échoué, il faut comprendre ce qui n'a pas fonctionné auparavant et pourquoi ces sanctions ont empiré la situation au lieu de l'améliorer. Les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran de façon continue depuis des décennies. Plusieurs administrations ont tenté cette approche. Le résultat, après tout ce temps, n'a pas été l'effondrement du régime ni un changement politique significatif. Au contraire, ce sont les Iraniens ordinaires qui en ont terriblement souffert, tandis que le régime s'est en réalité enrichi et renforcé. Comment cela se fait-il? Eh bien, les sanctions ont touché les civils de manière dévastatrice. Les prix des denrées alimentaires montaient en flèche, les médicaments devenaient introuvables en pharmacie et les emplois disparaissaient. L'économie se contractait et les gens ordinaires s'appauvrissaient de plus en plus en luttant pour survivre. Mais le régime lui-même, lui, s'est enrichi. Et même si cela semble contre-intuitif, c'est seulement parce qu'une fois que l'on comprend comment les sanctions fonctionnent réellement sur les systèmes autoritaires, cela devient logique. Les sanctions créent des marchés noirs et des réseaux de contrebande.
Et lorsque les gardiens de la révolution islamique prennent le contrôle de ces marchés noirs, parce qu'ils sont prêts à utiliser la force, et deviennent les principaux bénéficiaires du régime de sanctions, chaque restriction imposée par les États-Unis crée de nouvelles opportunités pour l'armée de profiter massivement grâce à la contrebande, au réseau de contournement des sanctions, au commerce illégal et au montage financier auquel les entreprises ordinaires n'ont pas accès. Donc l'effet net a été que les sanctions ont rendu le peuple iranien affamé et désespéré, mais qu'elles ont enrichi et renforcé l'appareil de répression, renforçant essentiellement l'entité même que les sanctions étaient censées mettre sous pression. L'opération Economic Outcast est fondamentalement différente parce qu'elle vise quelque chose de totalement différent, les incitations économiques qui maintiennent la loyauté des soldats et des forces de sécurité envers le régime. C'est ce qui motive toute la stratégie. Bien que les soldats du CGRI soient certainement engagés idéologiquement envers la révolution islamique et la survie du régime, ils sont, à bien des égards, concrètement motivés par des intérêts économiques. Ils sont très bien payés, ils ont accès à des biens du marché noir et à des produits de consommation auxquels les civils ordinaires n'ont pas accès. Ils bénéficient d'un statut et de privilèges au sein de la société. Et leurs familles sont soutenues et dépendent de leurs revenus militaires. L'incitation économique est fondamentalement ce qui fait fonctionner l'idéologie en pratique. Si vous retirez l'argent, l'idéologie devient beaucoup plus faible. Bien sûr, je ne parle pas des extrémistes fanatiques tout en haut. Mais pour la plupart des gens dans l'armée, oui, ils sont alignés idéologiquement, mais ils dépendent aussi énormément financièrement de l'armée, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas abandonner leur poste. Être dans les gardiens de la révolution, ça en vaut la peine. Cela assure votre sécurité, votre confort et celui de votre famille aussi. Vous vous êtes déjà demandé comment il se fait que tant d'Iraniens soient contre le régime et pourtant il y a encore autant de soldats qui le soutiennent? Oui, encore une fois, pour certains d'entre eux, c'est religieux, mais pour beaucoup d'autres, c'est une question d'intérêt financier. Un régime autoritaire survit parce que les soldats obéissent aux ordres pour maintenir le contrôle, réprimer la dissidence et utiliser la force contre la population. Mais pourquoi obéissent-ils aux ordres? Certains le font par peur, bien sûr. Mais beaucoup le font surtout parce qu'ils sont surtout motivés par les salaires, les avantages et le statut. Et lorsque vous retirez complètement l'argent, vous supprimez une motivation essentielle qui fait fonctionner tout le système. Des soldats affamés ne sont pas des soldats heureux. C'est l'idée clé de l'opération Paria économique. Elle n'essaie pas seulement de créer de la souffrance de façon abstraite en rendant l'achat de nourriture plus difficile. Elle cible spécifiquement les mécanismes économiques qui maintiennent la loyauté des soldats et permettent à l'appareil de répression de fonctionner au quotidien. Lorsqu'un soldat n'est pas payé, quand sa famille a faim, lorsqu'il ne peut plus se permettre le statut, les privilèges et l'accès aux biens qui l'incitaient auparavant à obéir aux ordres. Sa volonté d'exécuter les ordres du régime commence à se fissurer et il commence à se mettre en colère contre le régime. C'est pourquoi l'opération Paria économique fait de l'argent sa cible principale, pas pour créer de la souffrance et davantage de punitions pour le peuple iranien, mais pour briser spécifiquement la base économique qui permet à l'appareil de répression de fonctionner et au régime de garder le contrôle. Si les soldats changent de camp, le peuple peut basculer lui aussi, et alors le régime peut tomber. Les revenus du gouvernement iranien proviennent des exportations de pétrole. Avant la guerre, l'Iran exportait environ 2 millions de barils de pétrole par jour, ce qui génère environ 57 milliards de dollars par an, ce qui représente environ 55% de tous les revenus du gouvernement, la base de tout ce que le régime pouvait faire. Mais les États-Unis ont imposé un blocus naval. En août 2026, ces exportations se sont effondrées de façon catastrophique à environ 300 000 barils par jour. C'est un effondrement de 85% en seulement quelques mois. Sans ces revenus pétroliers qui alimentent les caisses de l'État, le régime ne peut pas payer ses soldats, ne peut pas maintenir l'appareil de contrôle de l'État, ne peut pas fonctionner véritablement comme un gouvernement. Maintenant, comme nous l'avons dit, il reste les autres 45%. L'économie de l'Iran est déjà en crise sévère, ce qui signifie que le régime est déjà vulnérable, et la monnaie s'est complètement effondrée. Le rial valait environ 1 million de rials pour $1 il y a seulement un an, et maintenant, en août, il vaut 2 millions par dollar, ce qui signifie que tout ce que l'Iran doit importer d'autres pays est devenu 2 fois plus cher. L'inflation alimentaire atteint 87% d'une année sur l'autre, ce qui signifie que les prix des aliments doublent littéralement en une seule année. Et les gens suppriment complètement la viande et les fruits de leur alimentation parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus se les permettre. Et cela vient du peuple iranien. Un coupon alimentaire du gouvernement, censé aider les gens à survivre, ne vaut qu'environ 6 $ par mois. Les stations-service à travers le pays sont littéralement à court de carburant et l'électricité est rationnée et coupée régulièrement. Les pénuries d'eau sont totalement courantes. Les médicaments disparaissent des rayons des pharmacies parce que les entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas obtenir la devise étrangère nécessaire pour importer des médicaments. Le chômage est dévastateur, avec seulement un tiers des Iraniens en âge de travailler effectivement employés d'une manière ou d'une autre.
Lors du précédent soulèvement contre le régime, la situation était déjà catastrophique. C'est en grande partie ce qui a poussé les gens à se battre. Ils avaient le sentiment de n'avoir rien à perdre, mais maintenant, la situation empire encore. Et c'est horrible que le peuple iranien doive subir les conséquences de tout cela. Mais souvenez-vous, il s'agit déjà d'une crise humanitaire majeure provoquée par le régime, qui détruit activement la vie des gens ordinaires. Et tout cela se produit avant même que l'opération mise au ban économique ne soit pleinement mise en œuvre. Oui, le peuple iranien va souffrir, mais il souffre déjà. Et c'est l'occasion pour que les choses changent. Cette opération vise principalement le régime. Le fait que le régime soit déjà aussi vulnérable, que le peuple souffre déjà autant et que la pression économique existe déjà. À cette intensité, cela signifie que cette opération pourrait s'ajouter à la pression déjà existante. Et en somme, dire au régime, nous n'allons pas vous laisser vous remettre de cet effondrement économique, nous allons nous assurer de manière systématique que la détérioration économique continue jusqu'à la chute du régime. Alors, quelles sont les sanctions concrètes? La plupart des chaînes d'information n'expliquent pas vraiment comment fonctionnent les mécanismes d'application. Et oui, beaucoup de choses restent confidentielles. Mais en dehors de cela, ils ne vous ont même pas vraiment expliqué le blocus naval mené par la marine américaine. Alors, comment pourriez-vous leur faire confiance dès le départ? Comme nous le savons, la marine américaine empêche physiquement et activement le pétrole iranien de quitter le pays, menant des opérations continues jour après jour pour intercepter et saisir les pétroliers iraniens. Les navires de guerre américains patrouillent activement dans le détroit d'Ormuz et les eaux entourant l'Iran. Et lorsque les pétroliers iraniens tentent de quitter les eaux iraniennes, les navires les interceptent, montent à bord, saisissent la cargaison et les forcent à faire demi-tour avant qu'ils n'atteignent les eaux internationales. C'est la principale raison des graves difficultés économiques auxquelles l'Iran est déjà confronté. Et bien sûr, le blocus porte un coup dur à la principale source de revenus. Mais l'opération Paria économique comprend bien plus que le simple blocus. Elle comprend des sanctions ciblées spécifiques qui seront appliquées par étapes et toucheront des secteurs économiques clés dont l'Iran dépend. Le département du Trésor a officiellement désigné 5 secteurs critiques dans lesquels les États-Unis peuvent désormais sanctionner toute personne ou entreprise étrangère y opérant, quel que soit son emplacement physique dans le monde. Le premier secteur est celui des actifs numériques et des crypto-monnaies qu'utilise l'Iran pour contourner les sanctions et transférer de l'argent en dehors du système bancaire traditionnel que les États-Unis peuvent surveiller. Le deuxième secteur est la technologie, y compris les technologies à double usage qui peuvent soutenir les programmes d'armement et les capacités militaires de l'Iran. Le troisième secteur est l'or, qui constitue la principale protection du régime contre l'effondrement total de la monnaie et la manière dont les régimes autoritaires préservent leurs richesses lorsque leur monnaie devient pratiquement sans valeur. Le quatrième secteur est l'aviation, utilisé pour transporter des armes et du personnel militaire vers des groupes mandataires à travers la région. Et le cinquième secteur est le transport maritime, y compris la flotte fantôme de l'Iran, qui existe spécifiquement pour transporter du pétrole par des canaux non officiels lorsque le transport maritime commercial normal n'est pas disponible. Chacun de ces secteurs représente une manière différente dont l'argent afflue vers l'Iran ou dont le régime préserve son pouvoir, et des sanctions sur chacun d'eux coupent une voie différente. Pour prouver que cela est bien réel et pas seulement de la rhétorique, le Trésor a immédiatement désigné près de 60 entités, individus et navires impliqués dans des réseaux d'approvisionnement nucléaire, des opérations cybernétiques, des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement du transport pétrolier. Fait important, ces désignations visent des chaînes d'approvisionnement spécifiques passant par Hong Kong, la Chine, les Émirats arabes unis et Singapour. Cela montre que la stratégie n'est pas vraiment vague et ne vise pas simplement Dubaï en général. Elle nomme des banques spécifiques, des entreprises précises, des routes commerciales particulières que les États-Unis savent être utilisées pour déplacer de l'argent et des marchandises. Le message est: nous savons exactement comment fonctionne votre système. Nous savons quelles entreprises précises, dans quel pays spécifique, facilitent votre commerce. Et nous les ciblons spécifiquement. Ce qui rend cette campagne de sanctions différente de toutes les autres, c'est qu'elle fonctionne par étapes, au lieu de mettre tout le monde sur liste noire d'un seul coup. Par exemple, disons que vous savez que quelqu'un à Dubaï aide l'Iran à exporter de l'or. Ensuite, si vous affirmez que vous allez simplement sanctionner Dubaï, c'est vague, énorme et compliqué, et vous venez de les mettre sur liste noire en tant que pays. Mais si vous vous attaquez à ce pays spécifique et que vous précisez que ces personnes ont été identifiées, il est alors beaucoup plus facile de les cibler. Regardez la première étape. La première étape de cette opération a déjà été réalisée. Elle identifie les circuits vitaux et désigne les premières entités opérant avec l'Iran. La deuxième étape, qui est maintenant, donne au pays des délais précis pour arrêter le commerce avec l'Iran, une diplomatie discrète avec des échéances spécifiques. Ils les interpellent puis leur disent qu'il ferait mieux d'arrêter bientôt, sinon quelque chose va se passer, ce qui mène à la troisième étape. La troisième étape désigne les acteurs non conformes pour une exclusion du système financier américain. Ils perdront l'accès au dollar, aux banques et aux marchés. Si vous ne cessez pas vos opérations avec l'Iran dans le délai imparti maintenant que nous vous avons identifié, vous perdrez l'accès à l'économie américaine. Et puis, bien sûr, la quatrième étape passe à des sanctions secondaires,
où d'autres pays commerçants avec les acteurs désignés font également face à des sanctions, créant ainsi un effet de cascade. Donc non seulement vous ciblerez cette entreprise spécifique à Dubaï, mais toute autre entreprise ayant déjà travaillé avec cette entreprise à Dubaï ne pourra désormais plus accéder au dollar américain, etc. C'est un argument convaincant. La plupart des sanctions précédentes mettaient tout le monde sur liste noire en même temps, ce qui créait des marchés noirs et des systèmes alternatifs. Cette approche donne au pays des choix et de vraies conséquences. Elle ferme systématiquement les portes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun moyen pour l'argent d'atteindre le régime. Le régime iranien est déjà en train de se fracturer de l'intérieur. Mohammad Ghalibaf, le président du Parlement et principal négociateur, a admis « Peu importe la puissance de notre armée, si le peuple a faim et que nous n'avons pas de circulation financière ni de croissance économique, nous ne tiendrons pas. » Et c'est une citation. Le président a suggéré que l'Iran devrait simplement mettre fin à la guerre aujourd'hui, tant qu'ils sont en position de force et de dignité, c'est-à-dire conclure un accord avant de perdre tout levier. Même le gouverneur de la Banque centrale a admis que nous n'exportons pas de pétrole. Les Américains ont gelé nos réserves de devises étrangères. Ces responsables du régime disent que la voie actuelle n'est pas viable. Et cela prouve la théorie centrale de la stratégie. Si vous brisez un régime en exploitant les pressions internes et que vous donnez aux modérés les arguments dont ils ont besoin pour l'emporter contre les extrémistes qui veulent continuer à se battre indéfiniment, c'est ainsi que les régimes changent réellement dans l'histoire, par des fractures internes, par la pression extérieure. Avant l'opération économique Outcast, l'administration Trump a tenté la diplomatie. Nous avons tous entendu parler des négociations en cours pour un cessez-le-feu de 60 jours, avec des possibilités d'allègement des sanctions. Et l'Iran a passé tout le temps de ces négociations à se préparer, en réalité, à un conflit plus large, à renforcer son contrôle, à augmenter la production de missiles, à coordonner des attaques menées par des groupes mandataires. À la fin, le ministère iranien des Affaires étrangères l'a rejeté, en disant qu'il avait complètement perdu sa pertinence. L'Iran n'a jamais été intéressé par un accord, mais il gagne simplement du temps pour se préparer à la prochaine escalade. La diplomatie ne peut pas fonctionner avec un régime qui utilise les pourparlers de paix comme couverture pour se préparer à la guerre. L'ambassadrice américaine Huckabee a déclaré aux médias que le président Trump ne bluffe pas, et elle fait référence à de véritables opérations militaires qui ont prouvé la volonté de l'Amérique d'utiliser la force à grande échelle. Parce que ce sont les sanctions économiques et les sanctions militaires combinées qui fonctionnent. Vous vous souvenez de l'opération Midnight Hammer en juin? Elle a détruit 3 installations nucléaires iraniennes en une seule nuit. L'Amérique n'a pas peur des opérations militaires. Epic Fury, en février, a été un bombardement de 40 jours qui a tué le guide suprême Khamenei dans les toutes premières minutes. Et maintenant, avec l'opération Exclusion économique, Donald Trump dit « Nous avons montré la force militaire. Nous vous avons donné votre chance de négocier. Vous avez refusé. Maintenant, nous allons simplement étrangler systématiquement votre économie. Et si vous ne changez pas de cap, nous utiliserons à nouveau la force. » Les frappes militaires sont à ce stade symboliques. Les régimes peuvent se reconstruire, s'adapter et se remettre. Après 6 mois des bombardements les plus intenses depuis des décennies, le régime iranien est toujours au pouvoir, mais l'effondrement économique est une menace existentielle, car on ne peut pas reconstruire une économie qui n'existe pas. On ne peut pas maintenir des forces militaires quand on ne peut pas les payer. Et on ne peut pas garder le contrôle quand l'argent se tarit et que les gens meurent de soif. Le régime doit choisir. Vont-ils négocier sérieusement ou regarder leur gouvernement s'effondrer de l'intérieur? Et le peuple iranien est déjà désespéré et prêt à saisir une occasion. Si les États-Unis coupent l'argent du régime sans laisser d'échappatoire, leurs options disparaissent et le peuple obtient l'occasion dont il a besoin. Les prochains mois seront le véritable test. L'administration Trump va-t-elle vraiment passer à la 3e étape et sanctionner les contrebandiers turcs, les banques de Dubaï et les institutions russes qui ne se conforment pas lorsque les délais expirent? Ou vont-ils reculer sur la 3e étape lorsque la pression politique ou économique augmentera? C'est cela qui va déterminer si cette opération réussit ou si elle devient simplement une nouvelle série de menaces de sanctions auxquelles l'Iran a appris à résister. Parce que c'est souvent ce qui se passe avec les sanctions. Elles semblent importantes, elles semblent extrêmes, mais leur application est très compliquée. Le Trésor a prouvé qu'il était sérieux avec 60 désignations immédiates. Mais cela ne fonctionne que si l'Amérique s'engage à appliquer les sanctions à chacune des 4 étapes. Trump a appelé tous les alliés des États-Unis à rejoindre cette force, créant ainsi une action mondiale coordonnée. Et souvenez-vous, il ne s'agit plus seulement des capacités nucléaires de l'Iran. Le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran affecte le transport maritime mondial partout, et les économies du monde entier en subissent les conséquences. La pression de la coalition rendra les sanctions efficaces et rendra la menace crédible d'une manière que l'action unilatérale ne peut pas offrir, et c'est là tout l'espoir. Si cette opération fonctionne, le peuple iranien pourra enfin déterminer son avenir. Et si cela ne fonctionne pas, si l'Amérique profère des menaces sans réellement les mettre à exécution, le régime survivra une fois de plus et la répression du peuple iranien et du monde continuera. La seule question qui compte maintenant est, l'Amérique aura-t-elle réellement la volonté d'aller jusqu'au bout? La réponse déterminera si le peuple iranien obtiendra enfin sa liberté ou restera piégé sous un régime prêt à tuer des dizaines de milliers de personnes pour rester au pouvoir.
Je suis Ira Yerakai et je vous retrouverai la prochaine fois.